Coucou, nous sommes lundi, je sais pas le combien, 26 juin, pour une fois que je donne la date, et j'ai terminé les 10 000 portes de j'y arriverai jamais, de January d'Alix I. Harrow. Je l'ai terminé quand? Samedi hier? Bon bref, peu importe. Et alors, je crois que je m'en étais arrêtée, on était à peu près aux 200 dernières pages, et je vous disais que c'était, je crois que je vous disais, que c'était un peu long, que c'était un peu trop ou trop peu. Et sur la dernière partie, du coup, il y a une très grosse accélération dans l'action. Il se passe d'un seul coup 15 000 trucs, et en même temps, c'est pas mal ellipsé, donc c'est un peu déstabilisant, mais au moins ça emporte, on sent que ça avance vers une résolution qu'on a envie de savoir, bien évidemment. Sauf que finalement, il se passe beaucoup de choses pour rien. Et c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir le personnage de Jen qu'on découvre bien avant, et on va voir un petit peu son histoire à elle, et ça c'est quand même pas mal développé sur de nombreuses pages, et on va rien en faire. Ça n'a pas franchement d'intérêt pour l'aventure principale. Ça développe pas des masses le personnage de Jen non plus. Enfin, il y a plein de choses qui sont données, qui sont développées et qui... Enfin, en fait, si vous voulez, quand on développe un truc dans un livre, on s'attend à ce que ça serve à quelque chose. Soit la psychologie du personnage, soit son futur, soit la quête, soit... j'en sais rien, ça serve à quelque chose. Et en fait, là, j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de choses qui étaient développées et qui ne servaient à rien, en fait. Enfin, qui n'étaient même pas forcément hyper intéressants en soi. Et du coup, toutes ces choses qui sont développées pour pas grand chose, bah comment dire, ça prend de la place pour d'autres choses plus intéressantes. Et on se retrouve avec une révélation finale en l'espace de 15 pages, une résolution. J'avais jamais vu une résolution aussi rapide et aussi bâclée, j'ai envie de dire, que cette résolution finale. Ça m'a vachement déstabilisée. J'étais assez déçue par cette fin. D'autant que j'ai vu le rythme accéléré, je me suis dit, ah, il va se passer des choses. Et en fait, oui, mais ça donne un peu l'impression de pédaler dans la semoule et que ça avance finalement pas tant que ça. Et qu'on va vers ce qui était attendu. Et que même les révélations qui sont censées être incroyables, bah ne le sont pas parce qu'on n'a tellement pas développé en amont certaines choses qu'au moment où les révélations tombent, on se dit pas waouh c'était ça, on se dit ah ok. Et même il y a des révélations qui sont faites et moi je me souvenais même plus, enfin je me souvenais que ça avait été évoqué pendant X pages avant sur 3 lignes, mais du coup je voyais plus en quoi c'était si incroyable comme révélation. Donc bon, je sais pas, il y a vraiment pour moi un problème de structuration et de rythme dans ce livre. Alors je peux comprendre qu'on soit parvenu à faire abstraction de tout ça et qu'on ait été emporté par l'écriture, par l'aventure et par le personnage, mais moi il y a eu trop de choses qui ont heurté ma lecture pour que j'arrive à me laisser emporter. Je vous dis, j'avais vraiment l'impression d'avoir une espèce de filet de sécurité qui m'empêchait de plonger complètement dans le livre et du coup d'être tout le temps au bord d'eux et jamais ça bascule et donc du coup jamais j'ai été emportée et je faisais qu'attendre des choses et à plein de moments il y avait des promesses un peu qui commençaient à se dessiner et en fait non. Et je crois que la fin, vraiment, j'avais jamais vu une fin aussi décevante. Enfin, ou alors je me souviens pas. Euh, voilà, c'est la fin la plus pétée que j'ai lue en fait. Franchement, hein. Enfin après, pour moi, encore une fois, c'est pour moi. Et encore une fois, je le redis, je peux comprendre que ça n'ait pas dérangé quelqu'un d'autre cette fin, que quelqu'un qui ait été pris par l'écriture, pris par l'aventure, n'ait pas vu le problème à cette fin. Et je sais que même des gens qui ont apprécié le livre, il me semble que c'est ce que m'a dit hier Pénélope, même elle a trouvé que la fin était rapide. Donc c'est pas que moi en fait. Mais voilà, du coup, bah, c'est dommage parce qu'il y avait un gros potentiel pour moi. Il y avait plein d'idées, plein d'inspirations chouettes, plein de promesses très chouettes. Et j'ai eu l'impression que tout était un peu mené, un peu en dépit du bon sens. Pour moi, encore une fois. Mais après, je dis pas que c'est un mauvais livre, je dis pas que j'ai pas du tout aimé, parce que c'est pas le cas pour autant. Parce que j'ai aussi vu les qualités du livre. J'ai aussi vu les qualités d'écriture, d'ambiance, j'ai aussi eu des moments qui m'ont emporté, où j'avais envie de savoir. Il y a aussi des moments que j'ai trouvé forts en termes d'émotion et qui m'ont plu. Mais il y a ce truc qui m'a empêché d'être à fond dedans. Et il y a cette fin que j'ai vraiment trouvée extrêmement décevante. Du coup, c'est un livre qui pour moi est moyen. Ça veut dire il n'est pas mauvais, mais je peux pas dire pour autant qu'il soit bon. C'est un livre à la moyenne. Si vous voulez une petite idée, une petite image, c'est un livre à 10, 11, 12 sur 20 peut-être tout au plus.
et 12, je suis peut-être bon, on va dire, voilà, entre 10 et 12 sur 20, pour vous donner une image à peu près de où je le situe sur une échelle un peu plus classique. Voilà, bon, c'est pas grave, ça n'a pas marché avec moi, ça marche avec plein d'autres gens. Comme je le disais, je crois, dans le vlog de la semaine dernière, je pense que, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à La Mer sans étoiles par plein de thématiques, genre les portes, les mondes et tout, mais ça n'a pas du tout les mêmes inspirations que La Mer sans étoiles, et ça n'a pas le même ton que La Mer sans étoiles. Et du coup, bah, c'est là où, pour moi, il y a eu comparaison, mais qui n'était pas heureuse, parce que c'était ressemblant en un certain sens, mais pas du tout en un autre. Et comme La Mer sans étoiles était vraiment assez incroyable, bah, il a pâti un peu de la comparaison, hein. C'est une certitude. Après, encore une fois, je pense qu'on peut totalement ne pas aimer La Mer sans étoiles et aimer celui-ci, parce que, comme je vous dis, c'est quand même très différent, malgré des points communs, c'est très différent, et La Mer sans étoiles, c'est tellement spécial que je pense qu'on peut être trop déstabilisé pour apprécier. Ici, on est plus sur du terre-à-terre, on est plus sur de la quête vraiment un peu basique, un peu classique. Voilà, bon, je pense que ça manquait de magie, en fait, tout simplement. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce livre, qui du coup ne sera pour moi pas le gagnant du prix des lecteurs, je pense que vous l'aurez compris. Donc je vais en attaquer un autre des 4 que j'ai à attaquer, mais je n'ai pas encore choisi lequel, donc nous verrons bien, on verra. Je vais déjà commencer par terminer Tous les hommes d'Emmanuel Brault. J'ai lu la première partie qui représente, et j'ai attaqué un petit peu la deuxième, ça représente 75 pages sur 220. Il y a 6 parties, mais pas du tout égales en termes de taille. Et donc pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une espèce d'univers futuriste, plus ou moins dans l'espace. On suit 3 personnages, donc un capitaine de vaisseau qui s'appelle Ulysse 31, oui. Comment on peut dire, son apprenti capitaine, en quelque sorte, qui est un peu plus jeune, mais on n'est pas sur du jeune personnage, hein. Je crois que l'apprenti, il a 25-27 ans. On n'est pas non plus sur du très jeune personnage. Le capitaine, il a la cinquantaine, je crois. Et en fait, dans cet univers, il y a des humains qui ne sont pas considérés comme des humains. J'ai pas encore tout compris ça, on va voir si ça se développe ensuite. Mais qui sont considérés comme des animaux par les autres humains et qui sont du coup traités comme on traiterait à l'heure actuelle, je ne sais pas moi, une bête de somme ou un chien ou un animal qu'on achète dans le but de lui faire un travail. Donc je ne sais pas moi, voilà, un chien de policier par exemple, c'est-à-dire qu'il est considéré par la société comme un animal, il n'a aucun droit au même titre qu'un animal, c'est-à-dire que si dans la rue il y a un animal qui se balade tout seul, vous allez appeler les autorités parce que les animaux n'ont pas à se balader seuls dans notre société. Là c'est équivalent avec ce personnage qui s'appelle Alfred, et en plus de ça, ils sont quand même assez mal vus, les gens qui sont comme lui. Alors encore une fois, je vous répète, hein, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire d'espèce d'esclavage slash animalisation de certains humains, donc je vous en reparlerai. Mais on retrouve vraiment ce côté assez terrible où en fait les gens qu'on suit dans le vaisseau, mais principalement le capitaine et l'apprenti, apprécient Alfred, mais il y a vraiment ce côté un peu, ouais, comme on apprécie un animal, c'est-à-dire en tout cas un animal qu'on a dans un cadre professionnel, on va dire, c'est-à-dire on lui fait des caresses, il est bien gentil, machin, on parle de lui parfois comme s'il n'était pas là, enfin vraiment. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet, quand on est un petit peu éduqué sur la question de la cause animale, de faire un parallèle avec la manière que l'on a de traiter les animaux, c'est-à-dire comme des êtres inférieurs, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Après, c'est quand même très spécial, mais après c'est mu, donc je savais que ça allait être un peu spécial, mais l'écriture est très belle. Il y a une écriture qui est vraiment très poétique. Alors évidemment, j'ai pas noté les passages, mais il y a vraiment des passages qui sont extrêmement poétiques. Il y a vraiment un gros travail sur l'écriture. J'essaierai de vous retrouver ça pour le prochain update, mais il y a vraiment un gros travail sur l'écriture, la poésie de l'écriture, la structure, sur tout ce qui va être, comment on peut dire, la syntaxe, et c'est très chouette. Ça se lit relativement bien, même s'il y a parfois des petites complexités dans la compréhension de cet univers où finalement vous n'avez qu'un angle de vue très précis sur tout l'univers, à savoir ce vaisseau et ces 3 hommes. Et du coup, il y a des choses qui ne vous sont pas expliquées parce qu'elles sont évidentes pour les personnages, pas pour nous, mais pour eux, oui. Et donc, elles ne vous sont pas forcément expliquées. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va avoir plus d'explications ou pas? Mais en tout cas, c'est très chouette, c'est très intéressant. Et franchement, ça se lit assez bien. Moins que, je ne sais pas,
moins qu'un roman classique, peut-être plus basique. Là, c'est un peu plus complexe, mais ça se lit quand même très bien. Je suis assez convaincue par la manière dont sont décrits les personnages. Pour le moment, on a une relation MM, on sent qu'il y a une vraie réflexion sur pas mal de sujets sociaux, notamment sur justement Alfred qui veut que sa classe se rebelle contre l'ordre établi, puisqu'il ne trouve pas normal qu'on les considère comme des animaux, et en plus de ça, à aucun moment, rien n'est donné dans le texte pour laisser penser que c'est un humain différent des autres humains. Vraiment, je veux dire, il n'y a aucune différence. Ils naissent de la même façon, c'est pas des humains génétiquement modifiés a priori, ils parlent de la même façon, ils réfléchissent au même titre que les autres, ils savent lire, écrire, ils savent... Enfin voilà, il y a 0,000 différence avec le capitaine, si ce n'est la naissance du personnage. Là où il est né, apparemment, c'est juste géographique. Donc bref, en tout cas, je vais continuer et on en reparlera, mais je pense que ça a la volonté, un petit peu comme un conte philosophique, de vous faire réfléchir sur certaines choses, certaines notions au regard de notre société actuelle et sur les choses qu'on a tendance un peu à oublier dans notre société parce que tout est fait pour qu'on l'accepte, et ça permet justement de remettre ça en question, et c'est très intéressant. Donc je vais avancer ça, j'aimerais le terminer aujourd'hui, et j'aimerais bien attaquer autre chose puisqu'il me reste 5 jours avant la fin du mois et 7 livres à lire, donc ça va être short, hein, je pense, on va voir, mais à mon avis ça va être compliqué. Mais en vrai, j'ai Les Loups chantants à lire qui, à mon avis, peut se lire en quelques heures, comme à chaque fois que j'ai lu un Aurélie Wellenstein. Donc peut-être que ça sera ma prochaine lecture. Voilà. Sinon, j'ai quand même terminé ce matin le dernier livre du défi lecture, dont je vais donc pas vous reparler, même si a priori le défi lecture sortira le... Quel jour j'avais dit? Je pense que ça sortira vendredi. Je pense que ça sortira vendredi. Vendredi, on sera le combien? Le 30? Ouais. Mais soit. En tout cas, aujourd'hui, pour vous, à l'heure actuelle, ça sera déjà fait, il y a le swap avec Pénélope qui sort. J'aimerais sortir cette semaine le défi lecture et ma palle de la passe miroir. Et j'aimerais aussi sortir le dernier bilan de mai. Il va sortir début juillet, c'est parfait. Donc, je vous laisse pour le point lecture du jour. Je vais aller lire et je vais peut-être clôturer ma vidéo défi lecture. Et on se retrouve plus tard. Peut-être ce soir, peut-être demain, nous verrons. A plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes mardi et je reviens pour un point lecture puisque j'ai terminé Tous les hommes d'Emmanuel Braud dont je voudrais vous parler. Je pense vous avoir déjà fait plus ou moins le résumé, donc je ne vais pas revenir dessus. Cet ouvrage était une lecture très particulière, mais en même temps c'est un petit peu ce qu'on s'attend à retrouver quand on lit le label Mu. C'est toujours particulier, c'est très souvent engagé je pense. Et c'était ce que je recherchais et je n'ai pas été déçue parce que à la fois c'est particulier et à la fois c'est très accessible. Il n'y a pas de complexité de lecture, je trouve. Et ça aborde des thématiques hyper importantes et hyper intéressantes. Donc comme je vous l'ai dit, Alfred est donc un humain qui est traité, enfin a priori un humain en tout cas, qui est traité dans le livre comme un animal dont on se sert et qui n'a pas son mot à dire. Et d'ailleurs ils se font appeler, lui et ses semblables, les centes, donc les centaures. Et en fait, il va se passer pas mal de choses. Il va y avoir... Bon, je vais essayer de pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais il va se passer beaucoup de choses. Et à un moment donné, Alfred va aller au bout de ses idées. Alfred, c'est un personnage qui est très très entier, qui ne fait pas semblant et qui refuse la compromission, et qui part du principe que céder un peu, c'est tout céder, donc il refuse de céder. Et il va eh bien, tenter une espèce de révolution, alors par voie légale, pas rentrer dans les détails, mais bref, une sorte de révolution, en tout cas dans l'idée, puisqu'il fait quelque chose qui, pour quelqu'un de lambda, un humain lambda, serait acceptable, mais qui pour lui
qui ne l'est pas, eh bien, est une sorte de révolution et ça va un peu mettre le bazar et ça lance quelque chose de nouveau. Ça réveille les consciences de ses semblables et ça va lancer un mouvement en fait. Et c'était hyper intéressant parce que c'était très bien fait. On est dans un univers qui est quand même hyper raciste et qui est hyper violent envers ces personnages et ils ont, Alfred et les siens, des demandes qui semblent plus que raisonnables quand elles sont dans le détail et on se rend compte de l'incroyable violence en fait des humains envers d'autres humains sous prétexte qu'ils ne sont pas nés au bon endroit parce que je pense que concrètement c'est ça, c'est juste ça. Et ça n'est pas sans rappeler des heures très peu glorieuses de l'humanité. Et c'est évidemment fait à dessein, hein, je veux dire, voilà, l'auteur a un parti pris, un engagement et un parti pris qui est volontairement met en exergue des choses qui sont forcément révoltantes. Enfin, j'espère, en tout cas que pour vous, ça l'est aussi. Mais au-delà de cet aspect révolution qui était très intéressant, cet aspect social et politique qui était vraiment des aspects passionnants de l'histoire, j'ai trouvé que les relations entre les personnages, donc entre nos trois personnages, donc le capitaine, Alfred et Astide, étaient vraiment une relation incroyable parce qu'on est vraiment sur un trio. Ils n'ont pas la même dynamique les uns avec les autres. Le capitaine a une dynamique un peu paternelle avec Astide qui est son apprenti. Astide et Alfred sont dans une dynamique plutôt d'amitié et Alfred et le capitaine sont dans une dynamique de relation amoureuse puisqu'ils sont amants et qu'ils s'aiment. Mais en fait, ça fonctionne très bien à trois malgré tout. Et il y a vraiment des très belles émotions. Il y a de très belles choses en fait véhiculées au niveau de l'humanité, au niveau des grandes causes sociales, à tous les niveaux. Et l'écriture est très belle, très poétique. Il y a des réflexions qui sont éminemment intelligentes et justes. Et j'ai vraiment adoré ça. Donc j'en ai relevé 3 juste pour vous donner une petite idée. Alors, c'est peut-être un peu quelque part, vous allez dire, des lieux communs, mais c'est intéressant quand même. Donc la première que j'ai ici, c'est « L'ignorance était le meilleur des antidotes contre la révolte ». La raison d'État est cruelle. Elle ne tient compte ni des êtres ni de leur fragilité. Pire, elle les exploite. Et la dernière que j'ai beaucoup aimée. Chaque histoire contient un traître, sinon elle manquerait de piquant. Si le traître est un personnage secondaire, alors il s'agit d'une comédie. Mais lorsque ce traître est un personnage principal, alors notre histoire devient une tragédie. Bref. Il y a pas mal de réflexions de ce goût-là. On sent une très grosse influence de la littérature française notamment, avec beaucoup de références, autant des références directement de citations ou d'extraits, que des références dans le nom des villes, le nom des lieux, le nom du vaisseau. Enfin, il y a beaucoup de références littéraires, mais pas que. Et c'est vraiment très chouette en fait, parce que moi il y a plein de choses. Alors, si on connaît pas, c'est pas grave, on passe à côté et ça gêne pas la lecture. Mais si on connaît, et je pense que j'en ai raté plein, il y a vraiment des petits clins d'œil à certaines choses qui sont hyper intéressantes. C'était vraiment une très chouette lecture. Là, vraiment, moi, ce que je retiens de cette lecture et que j'ai le plus aimé, au-delà des thématiques vraiment sociales et politiques, parce que c'est quelque chose qui me passionne, je pense que vous le savez, mais c'est quelque chose que je lis beaucoup en fait. Donc, c'était très chouette. Par contre, des relations humaines en trio qui fonctionnent aussi bien, qui sont aussi sincères, aussi vraies, aussi profondes, aussi bien décrites, aussi vraies. En fait, elles sont vraies. C'est ça qui était vraiment pour moi le meilleur dans ce livre. C'est les relations entre les personnages. J'ai adoré les 3 personnages avec leurs qualités et leurs défauts. J'ai trouvé que tous les 3 avaient de la consistance, du vrai, de la réalité, avaient quelque chose de très fort et parfois aussi de faible et aussi des côtés qui sont moins beaux et moins reluisants. Et c'est génial parce que c'est ça la vraie vie en fait. Et c'est très bien fait, vraiment c'est très bien mené. Ça les rend pas antipathiques d'avoir des mauvais côtés, mais ça les rend pas parfaits ni idéaux et c'est pas le but et c'est très bien. J'aime vraiment ce genre de littérature intelligente avec une volonté de faire passer des vrais messages, avec une volonté de proposer à la fois un fond et une forme qui sont bien faits, bien menés et qui sont aussi en adéquation. J'ai aimé la manière dont c'était découpé, j'ai aimé la structure, j'ai aimé les réflexions d'Astide qui est le narrateur ici. Bref, j'ai tout aimé dans ce livre en fait. Alors c'est pas un coup de cœur, je saurais pas vous dire pourquoi, il n'y a aucune raison particulière, c'est juste la différence entre le petit truc qui fait que c'est un coup de cœur ou pas, et parfois ça s'explique pas, mais c'était vraiment une excellente lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, et que je ne peux que vous recommander, parce que c'est différent, et en même temps, je sais pas vous dire, il y a quelque chose qui rappelle d'autres choses, quoi.
c'est comme aller dans un endroit où on est déjà allé. Et vous savez, cette sensation de déjà vu, mais pas dans le sens négatif du terme, dans le sens où on n'est pas largué, on n'est pas perdu. On s'y retrouve, on retrouve des ambiances à certains moments qui viennent d'ailleurs et qui sont familières et qui sont agréables. Le tout avec une relation et des personnages qui sont différents. Voilà. Et surtout qui sont différents de, je pense, quasiment tout ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Et c'était aussi la grande force pour moi, en tout cas, des Oiseaux du Temps, aussi publiés chez Mu. Et du coup, je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir plein d'ouvrages de chez Mu, même si je pense qu'ils ne sont pas spécialement basés tous sur les relations humaines. Mais j'aime vraiment ce... J'aime vraiment ça en fait, j'aime vraiment ces écrits différents et ça fait du bien de lire ça. Alors je ne pourrais pas lire que ça parce que c'est pas des écrits reposants, très concrètement, mais c'est des écrits qui vous poussent à réfléchir, qui vous font ressentir vraiment des choses, quoi. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment. C'est une lecture que j'ai vraiment appréciée et je suis vraiment très très reconnaissante que Nemos me l'ait envoyé, donc puisque je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est un service presse que j'ai reçu gratuitement de la part de la maison d'édition et je suis ravie d'avoir demandé celui-ci en particulier. Je sentais que ça allait me plaire et j'ai bien fait et je suis reconnaissante qu'il me l'ait envoyé parce que je pense que sans ça je l'aurais probablement lu un jour, mais il serait peut-être pas passé dans mes priorités parce que j'en ai déjà tellement à lire et là du coup le fait de l'avoir reçu, bah ça m'a mis un coup de pied aux fesses pour le lire et je ne regrette pas du tout et je vous invite à découvrir ce livre qui se base vraiment sur l'humain et sur la bêtise de l'humain et sur la volonté d'exister et d'être accepté et la devise française liberté, égalité, fraternité. Ça se base vraiment là-dessus. Et pas sur ce cliché qu'on en a aujourd'hui de cette devise qu'on a vue depuis qu'on est petit dans les écoles et qui n'a plus de sens et qui d'ailleurs dans les faits n'a plus de sens. Concrètement, cette devise n'a aucun sens en France et ailleurs, mais soit, là vraiment on est dans cette volonté de reconquérir le sens de cette devise et c'est très chouette. Donc je vous invite à découvrir Tous les hommes d'Emmanuel Braud qui est de la très bonne SF et de la SF humaine et pas doudou parce que c'est pas confortable à plein de moments, mais en même temps il y a plein de moments qui sont très beaux. Voilà. Du coup, dans la foulée, j'ai attaqué Le Château des Nuages de Diana Wynne-Jones, qui est le livre 2 de la trilogie de Hurle. Je n'ai lu que ça. Oui, j'ai un marque-page pour les fins de chapitre, parce que j'aime bien savoir où je vais. Je suis comme ça. Je n'ai lu que 40 pages, mais vu à la vitesse à laquelle je les ai lus, j'ai bon espoir de terminer ça aujourd'hui, et il le faudrait, parce que je ne désespère pas encore de réussir mon défi. En tout cas, pour le moment, ce que je peux vous en dire, après 3 chapitres ou 2 chapitres, ce qui n'est pas grand-chose, c'est que j'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup cet humour que je retrouve ici. Alors, après, j'ai lu il y a assez longtemps, le premier volume, donc je l'ai plus vraiment en tête, et du coup, j'ai plus vraiment de point de comparaison, si vous voulez. Et du coup, là, je le prends quasiment comme si c'était un livre indépendant. Et j'apprécie beaucoup l'humour, j'apprécie beaucoup l'univers. C'est vraiment, il y a vraiment une sorte d'humour noir. C'est pas l'humour noir, mais de l'humour un peu cynique, un peu moqueur comme ça, mais pas moqueur, méchamment moqueur. Un peu voilà, dans de la joute verbale, etc. Et j'aime bien ça. Je trouve que c'est très chouette pour le moment, mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas assez lu pour vous en parler beaucoup plus. En tout cas, je peux vous dire qu'effectivement, on est dans un univers mille et une nuits, un peu, Aladdin, en gros, hein, c'est un peu ça, avec le personnage d'Abdallah, qui est marchand, notamment de tapis. Je sais pas s'il est marchand que de tapis d'ailleurs, tiens, je me souviens plus. Bref, je crois qu'il est marchand de tapis, et qui fait commerce, et qui se chamaille pas mal avec sa famille, avec les femmes, la famille de la première femme de son père qui n'est pas non plus très sympa apparemment, et un jour un homme va venir lui vendre un tapis volant qui vole vraiment, et donc Abdallah va négocier. C'est très drôle ces passages de négoce et tout, enfin moi j'aime beaucoup, vraiment c'est sympa, c'est chouette, c'est drôle quoi. Et il va négocier ce tapis et puis il va s'endormir sur ce tapis et il va se réveiller devant une princesse qui va lui parler, lui raconter un peu sa vie, et il est persuadé qu'il rêve. Et voilà, c'est un peu ça le pitch de base. Et après, quand il se réveille le lendemain, il est de nouveau chez lui et il réalise qu'il a perdu son bonnet de nuit et il le retrouve dehors et il se dit qu'il n'a peut-être pas rêvé. Donc, je vais le lire aujourd'hui. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Ça serait chouette, donc on en reparle bientôt. Mais c'est compromis, entre guillemets, dans la mesure où, avec Pénélope, on a attaqué cette bricasse et on a lu 100 pages, ce qui doit représenter du coup même pas encore 1/5 du livre. Mais c'est très chouette, je suis tellement contente de retourner. J'ai ouvert le livre, j'ai lu la première page et j'ai retrouvé tout
ce que j'avais quitté il y a quelques mois maintenant. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Je me suis replongée dedans, mais vraiment comme si j'avais fermé le tome 2 hier, et c'est génial. Je suis tellement contente de retrouver nos personnages, je suis tellement contente de retrouver cet univers, même si cette fois-ci on n'est plus vraiment complètement dans ce qu'on était, dans ce qu'il y avait dans le 1 et le 2, mais malgré tout, il y a quelque chose avec cette écriture, l'écriture de cet auteur qui, moi, me plaît et qui fonctionne très bien sur moi. Donc, je ne vais pas beaucoup plus vous en parler parce que c'est un tome 3, parce que je viens de commencer, mais toujours est-il que le live de l'Explora Livre de ce livre sera dimanche, donc jour où sort cette vidéo. Ce soir à 20h, il y a le live et on va en parler avec une partie no spoil, une partie spoil ensuite. Donc si jamais vous ne l'avez pas lu mais que vous voulez en entendre parler, vous pouvez venir. Et si jamais vous l'avez lu et que vous voulez aussi en entendre parler, et quand je dis en entendre parler, c'est en parler du coup, venez à notre live. Voilà. Donc je vais maintenant vous laisser pour ce petit plan relativement rapide parce que finalement j'ai pas tant avancé que ça ma nouvelle lecture et puis il est l'heure du goûter et j'ai faim. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit normalement, si tout va bien, à demain. Je vous prends vite fait pour revenir sur le Château des Nuages. Alors c'est très très chouette, j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'humour, ça me fait penser à... Ça me pense un peu à Pratchett, ce qui n'a absolument rien à voir, mais dans le côté humour et le côté péripétie, abracadabrantesque et la manière dont le personnage s'en sort et tout, mais ça n'a rien à voir plus que ça. Soit, je voulais juste vous dire qu'on avait le droit à un petit peu de grossophobie, de remarques grossophobes au début. Ça se sent que c'est daté, c'est pas... Bon voilà, c'est pas hyper récurrent, mais quand même je préfère vous le dire parce que... C'est assez déplaisant concrètement à lire et ça, voilà, faut le dire. Ça date de 1990, voilà. Mais soit, je vais continuer d'avancer ma lecture. J'ai rien de plus à vous ajouter pour le moment, si ce n'est que moi, je trouve ça assez drôle, plutôt bien mené, mais je n'en suis pas tellement étonnée. C'est vrai qu'on enchaîne, ouais, comme je vous disais, plein de péripéties assez... Voilà, qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont aucune logique et tout ça, mais moi j'aime bien ce genre de truc. Et ça se lit surtout très très vite, puisque j'en suis à 140 pages et que j'ai assez peu lu finalement aujourd'hui. Donc là l'objectif c'est que je lise le plus possible avant le repas dans pas si longtemps. Et ensuite ce soir avec Pénélope on doit avancer Capitale du Sud, mais après je vais continuer parce que vraiment j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Ça me semble un peu chaud, mais au moins demain matin le terminer pour pouvoir en lire un autre dans la journée. On va tout faire pour que ça passe, voilà, pour réussir mon défi pâle. On va essayer, voilà. Donc je vous laisse et on se dit à plus tard. On se retrouve, on est mercredi et je reviens pour un point lecture et vous montrer deux choses que j'ai reçues aujourd'hui et c'est tout, voilà. Donc, j'ai terminé, je vous en ai parlé je crois, j'ai terminé la lecture du Château dans les nuages de Diana Wynne Jones, qui était une très chouette lecture que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé principalement le ton très humoristique, avec beaucoup d'ironie, un peu de cynisme, avec un petit peu à la Terry Pratchett quand même. Franchement, il y a un peu de ça. Alors, c'est du jeunesse, ça n'a rien à voir dans l'histoire et dans les thématiques, mais dans le ton de l'humour, il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu cet absurde, ce grotesque parfois, des situations, etc., qui fait que ça m'a fait penser à ça. C'était plutôt chouette. Alors, je l'ai lu suffisamment loin du premier volume pour ne pas comparer, très franchement, parce que je me rappelle assez peu du premier volume à proprement parler, si ce n'est que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est plutôt pas mal parce que je pense quand même qu'il est peut-être un petit peu en dessous, en tout cas en termes d'univers. C'est peut-être moins, mais c'est parce que je pense que le premier on l'associe beaucoup au Miyazaki, qui est très très bon, donc il y a beaucoup de ça.
Bref, en tout cas, on est dans un univers un peu mille et une nuits, avec une espèce de quête, avec un personnage qui, je vous l'ai raconté, hein, qui rencontre une princesse, et en fait, à un moment donné, quand il revient la chercher, elle se fait enlever par un djinn, et ça va développer tout ça, et on va retrouver notre chère Sophie, et Hurle, et Calcifère, et même si on les voit très peu, ça fait plaisir. Donc j'avoue que je suis assez curieuse de lire le 3e tome, parce que Pénélope l'a lu récemment, et qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle a dit qu'il était très très bon. Donc voilà. Je sais pas très bien ce que je peux vous dire sur ce livre parce que ça reste du jeunesse et qu'il n'y a aucune thématique très très creusée. Ça reprend des contes, ça reprend de la mythologie, ça reprend voilà un peu de tout ça et ça fait un petit peu comme dans le premier volume une espèce de grosse réécriture avec plein de choses mises dedans, avec voilà comme je vous disais ce ton humoristique un petit peu absurde. Bref, c'était une très chouette lecture, j'ai beaucoup aimé. Le seul défaut majeur de tout ça, c'est que en lisant ce livre, la tranche s'est pliée et que c'est quelque chose qui m'insupporte. Juste en l'ouvrant, en fait, ça s'est plié. Donc bon, ça m'a agacé. Mais voilà. Donc j'ai terminé ça et du coup je vais enchaîner aujourd'hui sur L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman que m'avait offert mon frère il y a maintenant 3 mois, je crois, en avril. Le chat confirme, en avril. Donc je l'ai très très rapidement entamé, j'ai lu une petite... peu moins de 10 pages, 5-6 pages, et ça a l'air hyper accessible. Je pense pas que ça soit très long et très compliqué à lire, donc j'ai bon espoir de le lire sur la journée d'aujourd'hui, en sachant qu'en parallèle, on va continuer évidemment Capitale du Sud, puisque le live de l'Explora Livre est dimanche, donc faut qu'on termine d'ici là, quoi. Mais bon, bref. Du coup, dans L'étrange vie de Nobody Owens, on commence ce premier chapitre sur quelque chose d'assez glauque, puisqu'on on ouvre avec un homme qui se balade dans une maison, une arme à la main, et qui tue tous les gens de cette maison, et se met à chercher le dernier survivant de la famille, à savoir le petit qui a 1 an et demi, qui en fait, lui, de son côté, de manière parfaitement innocente et sans réaliser ce qui se passe, s'est enfui de son berceau et s'est dirigé gaiement vers le cimetière où il est recueilli par un couple de fantômes. Et c'est tout ce que j'ai lu pour le moment, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je me souviens qu'avec mon frère, on avait un petit peu évoqué le résumé et qu'a priori, il va grandir dans ce cimetière et qu'à un moment donné, il va vouloir retrouver le meurtrier de sa famille, mais nous verrons bien. Je vais avancer ça et je vous en reparlerai. Voilà, ça c'était pour les lectures, c'est déjà pas trop mal. Concernant Capitale du Sud, nous en sommes page 169 sur 515, je crois, donc on a quand même pas trop mal avancé. Et c'est vraiment très chouette. J'ai trouvé que dès que j'ai réouvert le livre, que je me suis remise dedans, il n'y a pas eu ce temps de latence qu'il y a parfois entre les tomes de saga. Alors vous me direz, j'ai lu le 2e tome il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, c'est pas si vieux, mais j'ai été directement replongée dedans. Alors, il est fort probable qu'avoir lu le tome 2 de Capitale du Nord le mois passé ou le mois d'avant aide beaucoup parce que ça reste un univers commun malgré tout. Mais quand même, je pense qu'il y a vraiment un truc avec l'écriture de Guillaume Chamanadjian qui fonctionne très très bien. Donc j'en suis ravie et je vous en reparlerai plus tard parce que je pense même que je vais attendre de le terminer pour vous en parler. Sauf si vraiment il y a un truc qu'il faut que j'exprime. Pour le moment, ça démarre assez doucement. On sent que les choses avancent et qu'on avance vers une résolution. Puisque Nox découvre des choses et commence un petit peu à remettre le puzzle en place. Mais pour le moment, c'est tranquille, ça va doucement et c'est pas plus mal. J'ai quand même hâte de savoir où ça va. Sinon, j'ai reçu ça aujourd'hui qui est l'Explora Livre de ce mois-ci. Le live, c'est le 8 juillet, donc il est plus que temps que je m'y mette. C'est écrit franchement assez gros. Ça fait 300 pages, 315 pages. Et je l'avais déjà un petit peu commencé, je sais que ça se lit très bien. Pourquoi je l'ai pris alors que je l'avais sur liseuse? D'une part parce que je l'ai trouvé pour 3 € sur un site anglais d'occasion. Voilà, et d'autre part parce que je n'arrivais pas à le lire sur liseuse, pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas à lire 2 livres en simultané sur liseuse. Je peux en lire 15 en papier, il n'y a pas de souci. Sur liseuse, c'est un par un, et vu que je suis sur Elantris et que ça me prend genre 1500 ans, et que en ce moment je lis sur liseuse que le soir, je sais que d'une part, j'aurai
peut-être pas fini à temps Elantris pour attaquer celui-là. Et d'autre part, que vu que je suis fatiguée et que je lis pas beaucoup avant de dormir, je ne l'aurai probablement pas fini à temps, vu que je suis encore plus lente quand je lis en anglais. Donc, je vais le lire en papier. Je pense très sincèrement que je vais l'attaquer à partir de ce week-end, puisque vendredi, je clôturerai mon petit défi de mois à mois avec ma palle. Et ensuite, j'aurai plus rien de très très urgent, puisque je pense que j'ai tout terminé ce que j'avais à terminer, si ce n'est le vlog du prix des lecteurs, mais ça va se faire doucement, je pense, sur les jours, semaines à venir. Je vais pas trop me mettre la pression. L'objectif, c'est que je l'ai mis terminé, en tout cas, pas mis en ligne, mais terminé, avant de partir en vacances, fin juillet, voilà. Bref, donc je vais me remettre à ça tranquillement ce week-end et je vous en reparlerai. En tout cas, ça avait l'air très chouette et le peu que j'avais lu, hein, j'avais dû lire quelques pages, je ne saurais pas trop vous dire, pas un chapitre entier, donc vraiment pas beaucoup. C'était hyper accessible et ça avait l'air très drôle, voilà. Donc ça, c'est la première réception du jour. Et la deuxième, c'est ça. Et qu'est-ce? C'est dur à montrer. Voilà, les tomes 1 à 10 de l'Atelier des Sorciers. Donc je les ai tous trouvés chez la même vendeuse, ce qui était parfait parce que effectivement, même si à l'unité ils étaient peut-être un tout petit peu plus chers que ce que je peux trouver ailleurs, hein, j'en ai trouvé à 2 € l'unité, le fait est qu'avec les frais de port, en les prenant un par un ou même deux par deux, je pense que j'en aurais eu pour plus cher au final. Donc j'ai tout pris d'un coup, au moins je les ai. J'ai pas mal réfléchi avant de les prendre l'Atelier des Sorciers, mais en fait en achetant le 11 et en lisant le 11, j'ai réalisé que vraiment c'était un manga que j'aurais envie de relire, que j'aimais beaucoup et que je trouve très très chouette, et en plus que mes enfants peuvent lire, donc c'est plutôt cool. Ça pourra aussi leur servir, j'allais dire, servir c'est pas le mot, mais en tout cas ils pourront aussi le lire, donc c'est plutôt chouette. Voilà, donc j'ai le tome 11 ici que j'avais acheté à sa sortie, et j'ai les tomes 9 et 10 aussi en collector. Le 10 était encore fermé, donc j'ai récupéré le petit goodies qu'elle est avec et qui est un seau, vous savez, où on fait fondre de la cire et on fait un seau, quoi. Au cas où vous ne le sauriez pas, les jaquettes des collectors sont réversibles de manière à avoir... dès qu'on aime bien avoir les dos tous similaires, on peut la retourner et on a la jaquette classique. Voilà. Donc c'est plutôt chouette et je pense très sincèrement que je vais me les relire tranquillement dans les semaines à venir parce que c'est typiquement ce genre de lecture un petit peu qui fait pause entre deux romans, voilà. Donc j'ai les 11, je ne sais pas du tout quand sortira le 12, a priori dans pas trop longtemps puisque je crois que le 10 a dû sortir en octobre ou novembre 2022, le 11 est sorti en juin, donc si c'est à peu près tous les 6 mois, peut-être que cet hiver on aura un 12e tome, je ne sais pas. Voilà, c'est tout, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Pour le moment, je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc, je vais vous laisser, je vais aller lire L'étrange vie de Nobody Owens et je vous reprendrai plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi et je reviens pour vous parler de ma lecture terminée d'hier et de ma nouvelle lecture. Donc, comme je crois que je vous l'ai dit, hier j'ai lu L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, qui était une très très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. En fait, c'était pas franchement ce que je pensais. On va donc suivre le personnage de Nobody, de Bod, qui est un enfant, comme je vous l'ai dit, ses parents ont été assassinés, il a été recueilli par des fantômes dans le cimetière, on va développer comment il y vit, etc. Mais il va pas franchement aller à la recherche de qui que ce soit, on va plutôt dire qu'il va être rattrapé par ce mystérieux personnage du début. On est sur des épisodes de vie, un chapitre égale un épisode, et on va rencontrer différents personnages, beaucoup de morts, quelques vivants. Donc il va par exemple tout petit, enfin très jeune, je sais pas, je crois qu'il a 7 ans, rencontrer une petite fille qui habite à côté du cimetière et qui vient jouer dans le cimetière, et ses parents vont croire qu'elle a un ami imaginaire par exemple. Il va rencontrer les morts, en tout cas une fantôme qui n'est pas dans le cimetière consacré parce qu'elle a été traitée de sorcière de son vivant et brûlée, et donc elle n'a pas le droit de reposer en terre consacrée. Enfin voilà, on va avoir plein de rencontres qui vont faire avancer le personnage dans sa vie, dans son évolution intellectuelle, dans la manière qu'il a de voir les choses, la vie, la mort, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est très tranche de vie malgré tout, qui est intéressant parce que il y a du fantastique, c'est une évidence, vous me direz, il y a du fantastique, il y a parfois un côté presque Lovecraftien à certains moments, il y a des créatures assez connues de l'imaginaire populaire,
il y a un côté parfois presque philosophique sur certains aspects. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce roman regorge de plein de choses assez différentes selon les chapitres, de plein de réflexions de vie. On va rencontrer des fantômes hyper attachants qui vraiment sont très investis dans la vie de ce petit garçon qui s'est retrouvé seul au monde. Et les relations sont très intéressantes. L'évolution du personnage est vraiment très intéressante. La plume est parfois cynique, parfois drôle, parfois un peu absurde, parfois très naïf parce que Nobody est jeune et naïf. Et en fait, il va y avoir un développement très intéressant autour de ce droit particulier qu'a Nobody en tant que vivant de vivre parmi les morts et ce que ce droit de citoyen du cimetière lui accorde, qui fait qu'il n'est ni franchement un vivant à proprement parler, mais pas non plus un mort, et voilà, et des espèces de pouvoirs un petit peu que ça va développer chez lui. Alors je dis pouvoir, c'est un grand mot, mais bon bref, je vous laisserai découvrir. En tout cas, je m'attendais à quelque chose pas comme ça en fait. Je m'attendais à quelque chose d'un peu vieillot et un peu complexe, mais en fait c'est pas si vieux que ça, hein, donc je sais pas pourquoi. Et c'est très léger et en même temps très dur à certains moments. Il y a un peu d'eau, un petit côté comme ça, un peu gothique, horreur aussi, avec cette espèce de tueur bizarre, avec cette espèce d'enquête un peu sous-jacente sur sa vie quand il commence à grandir et à se poser des questions. Enfin bref, c'était très chouette. Mon personnage préféré, je pense, c'est Lizzie, qui est donc cette jeune femme qui a été assassinée parce qu'elle a été traitée de sorcière au XVIIe ou quelque chose comme ça. J'ai adoré le personnage de Lizzie, je l'ai trouvé très chouette, mais il y a plein de personnages très chouettes, très bien faits. L'écriture est vraiment de qualité, la plume est de qualité, la construction, la structure sont de qualité. C'est vraiment une lecture que qui m'a surprise et que j'ai appréciée, vraiment. Qui était différente, qui m'a apporté quelque chose et qui va laisser une trace, je pense, dans mon esprit, comme certains livres savent très bien le faire, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc je ne peux que vous recommander de le lire, ça se lit très vite, ça se lit tout seul, et c'était à la fois très doudou par certains aspects, très doux, très voilà, plein d'amour, à la fois très dur par d'autres, à la fois parfois effrayant, ça va provoquer plein d'émotions différentes. C'est vraiment très très bonne découverte. J'en suis ravie, donc je remercie encore mon frère qui me l'a offert, et je suis ravie vraiment d'avoir pu lire cet ouvrage que je pense très sincèrement je n'aurais pas lu du tout de suite s'il ne me l'avait pas offert, parce qu'il faisait pas forcément partie de mes priorités absolues. Et de toute façon, je vous dis gothique, mais rien qu'à la couverture, je pense que voilà, je n'invente rien concrètement. Et du coup, hier soir, juste avant de me coucher, j'ai attaqué Funérailles Célestes de Shinran, que donc une abonnée ici et sur Insta sûrement, et voilà, m'a offert, et c'est très court, hein, ça fait 200 pages, et ça va se lire très très vite, sauf que j'ai pas trop le temps aujourd'hui parce que je travaille, mais je pense quand même que je réussirai à le lire dans la journée si je m'y prends pas trop mal et que je traîne pas trop à faire autre chose que lire en fait. J'ai dû faire plein d'autres trucs, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas tellement avancé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler, en fait, Shinran rencontrait une femme qui pendant 30 ans a vécu au Tibet à la recherche de son mari décédé tout de suite après leur mariage. En fait, il était médecin, il est parti au Tibet parce qu'il y avait la guerre là-bas, et en fait, il est mort là-bas. Et elle va, cette jeune femme à ce moment-là, va partir parce qu'elle pense qu'il a peut-être juste disparu et qu'il n'est peut-être pas mort. Elle-même est médecin, elle est dermatologue, donc elle est prise volontiers par l'armée, et elle est envoyée au Tibet. Elle va aller à la recherche de son mari. Et apparemment, selon les propos de Shinran, c'est un récit qui est très important dans le sens où c'est un récit qui va parler à la fois de faits historiques, enfin maintenant qui sont historiques, de société, de faits de société, d'émotions, d'amour, de plein de choses quoi. Donc je n'en sais pas beaucoup plus pour le moment. Il me semble que en fait on va avoir aussi un récit sur cette femme qui a beaucoup d'a priori sur le Tibet et qui va peut-être apprendre à aimer ce pays et découvrir des choses là-bas insoupçonnées puisqu'elle y reste quand même 30 ans, donc je ne sais pas. En tout cas, je vais le lire aujourd'hui, je vous en reparle dès que j'ai avancé, dès que c'est fait. Enfin, je ne sais pas comment je vais m'organiser pour filmer, mais on va voir parce que là, je vais bientôt devoir travailler. Soit, donc c'est tout pour hier et aujourd'hui, en tout cas pour le moment, puisqu'il est 13h30. Cette coiffure. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse avant de travailler, c'est filmer un premier bilan du mois de juin, parce que j'ai lu pour le moment 24 livres en juin.
et qu'il faut que je filme des bilans, sinon on va pas s'en sortir, d'autant qu'il me reste peu de temps avant les vacances et que j'aimerais bien avoir, par exemple, tous mes bilans filmés, parce que ça, c'est pas des choses que j'ai besoin de faire au dernier moment, et je peux les programmer. Donc j'aimerais bien, par exemple, typiquement, voilà, filmer mes bilans ou filmer ce genre de choses. Donc là, je vais aller filmer le bilan du mois de juin, du coup. Je pense que demain, vu qu'on sera le 30 juin, je filmerai, du coup, aussi le book haul du mois de juin, puisque je recevrai rien, a priori. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Voilà. Donc bref, je vous laisse parce que j'ai peu de temps et que j'aimerais bien le faire dans le laps de temps qui me reste. Je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi et je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai terminé 2 livres et que j'aimerais bien en terminer un 3e, donc on ne va pas traîner. J'ai terminé Shinran, le Shinran du moins, donc Funérailles Célestes, dont je vous ai parlé hier, qui était une très chouette lecture. Ça se lit tout seul, ça se lit très bien. Et c'était vraiment une belle lecture. Je m'explique, enfin je vais vous donner les thématiques que j'ai notées évidemment, parce que je n'ai pas de tête. Retrouver un personnage principal, à savoir Wen, qui va aller à la recherche de son mari au Tibet, comme je vous l'ai dit. Et en fait, ça va pas du tout se passer comme elle avait prévu. Et on va se retrouver finalement dans une histoire, moi je m'attendais pas à ça, mais c'était aussi très très chouette, puisqu'elle va se retrouver dans une famille tibétaine, mais vraiment une famille classique, enfin comment on peut dire, voilà, dans la manière ancestrale de vivre du Tibet. Et elle va totalement changer de vie. Pas par choix à l'origine, parce qu'elle n'a pas le choix en fait. Et ça va parler de beaucoup de choses très très belles. Ça va parler d'amitié, ça va parler d'amour, ça va parler de bienveillance, ça va parler d'entraide, ça va parler de profonde humanité au-delà des conflits qui déchirent la Chine et le Tibet à ce moment-là. Ça va parler aussi d'une espèce de voyage initiatique, d'une quête spirituelle que fait malgré elle le personnage de Wen, qui va se retrouver confrontée à des croyances, à une façon de vivre extrêmement éloignée de ce qu'elle connaissait et qui va forcément changer des choses en elle. En fait, elle va beaucoup évoluer au contact de cette famille. Vous me direz, elle reste 30 ans au Tibet, ça doit jouer, hein, mais bon, voilà. Mais ça parle quand même de quête spirituelle, ça parle beaucoup de spiritualité, mais sans être dans cet aspect dogmatique de la spiritualité. C'est vraiment c'est vrai, quoi. C'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente, et pas quelque chose qui va être dogmatique, quoi. Et c'était vraiment très beau. On a des figures féminines que j'ai trouvées hyper intéressantes, que j'ai trouvées assez nuancées, que j'ai trouvées pas tellement clichés, ce qui est plutôt chouette, surtout pour des femmes début de la deuxième moitié du XXe siècle. Il y avait vraiment des femmes très très chouettes, il y avait vraiment une vraie entraide, une vraie sororité que j'ai trouvée très belle aussi. Et c'est un livre finalement qui parle de toutes ces choses, qui va beaucoup questionner l'identité, à savoir est-ce qu'on est EST là où on est NAIT, ou est-ce que l'on est là où on choisit de vivre, là où on vit de manière générale. Ça va vraiment parler de cette différence entre sa culture de naissance, son éducation, sa langue maternelle, et là où on se construit. Enfin bref, c'est vraiment des questions d'identité très très fortes que j'ai trouvées très belles. Et en plus de toutes ces thématiques, en plus de toute cette beauté des émotions, des sentiments, de la bienveillance, de la douceur, qui quand même somme toute est assez classique apparemment chez Shinran, puisque c'était le cas dans Baguette chinoise aussi, hein, il y avait beaucoup de bienveillance, on va avoir une écriture qui va extrêmement bien décrire, je trouve, l'immensité de la nature, tibétaine en tout cas, qui va très bien décrire ce temps, qui est à la fois extrêmement long, mais vrai, parce qu'on est sur 30 ans, hein, je le redis, extrêmement long, mais qui en même temps est perçu comme un battement de cils en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire. Il y a toute cette solitude du personnage de Wen qui est avec des gens tibétains dont elle ne parle pas du tout la langue. Elle a une amie qui parle chinois, mais sinon elle n'a personne d'autre avec qui parler parce que elle parle pas tibétain et que ne parle pas chinois. Et il y a vraiment une perception du temps pendant un certain premier bout de sa vie qui va sembler étiré. Et ensuite, une fois que plein de choses se passent, et je vais pas rentrer dans les détails, le temps va s'accélérer parce qu'en fait, si vous voulez, le temps n'est rythmé que par les saisons. On n'a pas de date, on n'a pas de mois, on n'a pas... Tout ça ne compte pas. La seule chose qui compte dans la vie de ces gens qui sont nomades, c'est les saisons. Il y a la saison où on met les bêtes à tel endroit pour le pâturage, ou telle chose, où on va à tel endroit parce que c'est l'hiver et machin.
Et c'est les saisons. Et les saisons, c'est un cycle. Et les cycles sont répétitifs. Et il y a ce côté-là qui est très bien mené. Il y a une très très belle écriture aussi de la solitude. Mais parfois négative et parfois pas. Très très belle écriture du silence absolu de cette nature, de cette solitude ressentie par un personnage qui a grandi dans une ville avec beaucoup de monde, où quelques scènes avant, elle était dans un camion blindé d'hommes qui partaient pour la guerre, entre guillemets, et d'un coup, cette espèce d'immensité, de solitude et de silence qui l'entoure totalement. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des contrastes très bien menés, il y avait des émotions qui passaient d'une façon très très belle, des sensations qui passaient d'une très belle façon aussi. Il y avait tout cet aspect culturel tibétain qui était passionnant, il y avait plein de choses que je ne connaissais absolument pas. C'était riche en fait, c'était riche. Après, j'ai un tout petit reproche à faire, à mon sens, c'est que je trouve que l'autrice propose une vision trop naïve de l'invasion des Chinois au Tibet. Je trouve qu'ils sont trop présentés comme des gentils qui viennent aider, enfin bref, comme des colons, quoi. C'est une vision de colonisateur, en fait. Et je pense pas que ça soit volontaire, je pense pas qu'elle le fasse dans une espèce de déni de la réalité. Je pense que c'est peut-être elle aussi comme ça qu'elle l'a appris et qu'elle l'a perçu. Mais c'est quelque chose qui n'est pas tellement questionné que je... Enfin, un petit peu à la fin. Mais pas suffisamment, je trouve, à mon sens. Ouais, non, parle un petit peu, mais ouais, bah, peut-être pas assez. Je trouve quand même qu'il y a une vision très très naïve, en tout cas, de cette colonisation. Et voilà. Mais en tout cas, c'était une très chouette lecture, très belle. Moi qui suis pas du tout dans la religion, la spiritualité, les dogmes et tout, c'est pas quelque chose qui me porte, voilà. Mais là, j'ai adoré, j'ai été emportée. Et dites-vous que je me suis même mis à écouter le mantra tibétain qui est donc Om Mani Padme Om. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est Om Mani Padme Om. Je me suis mis à écouter ça. Vous en trouverez plein sur Spotify. J'en ai choisi un et j'ai écouté ce mantra en boucle, hein, puisque ça se chante en boucle, quand je lisais et ça m'a vraiment mis dans un état très particulier. C'était vraiment très chouette. Vraiment, vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé. C'est difficile d'en parler parce que c'est court, parce que l'histoire en elle-même a des côtés parfois, parce que oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la quête de Wen parfois devient un petit peu abracadabrantesque. Mais on s'en fout, enfin moi je m'en foutais en fait. C'était pas ça que je cherchais dans ce livre. C'était vraiment cette femme, sa vie, sa quête de spiritualité, malgré elle, parce que c'est pas du tout ce qu'elle est venue chercher à l'origine, sa redécouverte du monde, c'est tout ce qui entourait cette femme qui m'intéressait, et finalement que les événements tombent de manière un peu bizarre, ça m'a pas dérangé. Voilà. Après ça dépend ce que vous cherchez, je pense pas qu'il faille aller dans ce livre si vous cherchez pas quelque chose qui va être extrêmement, avec un côté très onirique, avec un côté très nature, enfin voilà, faut y aller comme ça je pense, parce que si vous cherchez une enquête sur la disparition d'un homme, c'est pas tellement ça quoi. Voilà, bon, en même temps je pense que vous vous en doutez, hein, on n'est pas dans un thriller, donc voilà. Mais soit, très bonne lecture, très chouette lecture, qui vraiment m'a mis dans un état d'esprit très particulier, et j'ai apprécié parce que ça m'arrive vraiment très rarement. Du coup, j'ai fini ça hier, soir très tard, et aujourd'hui, ce matin, j'ai lu Les Loups Chantants d'Aurélie Wellenstein, dont je vais vous reparler assez brièvement. Donc, dans Les Loups Chantants, on va suivre le personnage de Yuri, qui a une petite sœur qui s'appelle Kira, qui va choper une espèce de maladie de la peau un peu bizarre, qui va être exclue. Donc ça se passe en Sibérie, avec des chiens de traîneau et dans des espèces de clans un peu nomades. Et en gros, elle va être exclue du village parce qu'on dit qu'elle est possédée par l'esprit du démon, blablabla. Et Yuri va aller avec elle dans une espèce de quête un peu, comment dire, presque perdue d'avance, on a l'impression, pour trouver une solution. Donc ils ont plusieurs projets en tête. Et voilà, c'est un peu ça le pitch de base. En parallèle, on apprend dès le début que sa petite amie qui s'appelait Assia a disparu, a priori a été bouffée par les loups, on sait pas trop. En tout cas, le chant des loups l'a envoûtée, elle est partie, elle n'est jamais revenue. Et donc c'est quelque chose qui lui pèse beaucoup au personnage de Yuri. Donc je vais vous la faire assez courte sur ce livre parce que ça se lit vraiment très vite, hein. Je l'ai lu en 2h30, peut-être 3 heures à tout péter. Pour moi, j'ai deux avis sur ce livre. En fait, pour moi, il y a deux plans totalement différents dans ce livre. On a tout l'aspect histoire à proprement parler, qui est fort semblable à la structure de l'histoire du Roi des Fauves, à mon sens. Avec quelque chose qui va être dans une quête, dans un voyage, dans de la fuite, dans de la course-poursuite. On est vraiment dans ça, qui ressemble fort au Roi des Fauves sous plein d'aspects, donc l'histoire premier degré, qui m'a pas
emballée. C'était sympa, mais ça m'a pas emballée plus que ça. J'étais pas à fond dedans. Après, voilà, chez Aurélie Wellenstein, je trouve que de manière générale, les personnages sont assez peu attachant pour plein de raisons, mais là encore une fois c'est un peu ça, je me suis pas tellement attachée au personnage, même si c'est pas forcément une nécessité, mais là je les ai pas trouvés, bon voilà, pas plus. L'histoire en elle-même, bah, c'était un peu le roi des fauves, c'est pas, en fait c'est surtout que d'un point de vue purement personnel, c'est pas ce que moi je préfère. Les courses-poursuites, les voyages et tout, je l'ai déjà dit, mais vraiment c'est pas ce que je préfère, donc je pense que ça a joué dans cette appréciation mitigée de l'histoire de base. Il y avait des moments plus sympas que d'autres, voilà. La fin était un peu... La fin était plutôt sympa, j'ai trouvé. Mais il y avait un moment où il s'est passé des trucs où j'ai pas compris, il n'y a pas d'explication et je ne comprends toujours pas et je n'ai toujours aucune analyse sur ce qui se passe. Donc voilà, c'était plutôt mitigé. En revanche, sur tout l'aspect métaphorique, là c'est autre chose, très sincèrement. Donc je vais vous faire une partie un petit peu spoilante parce que j'aimerais bien en parler. Donc je vous mets ici, là où j'arrête de parler de la partie métaphorique, où je donne mon avis sur ce que ça signifie, qui pourrait éventuellement être spoilant. Donc je vous mets ça là. Et si vous voulez rien savoir, en barre d'infos, je le remettrai aussi, il suffira de cliquer, voilà. Mais au cas où, je vous l'écris ici et je le remets aussi en barre d'infos. Donc on y va pour la partie un peu spoilante. À mon sens, on était sur une métaphore, une double métaphore. Je pense qu'il y avait une métaphore de la dépression. Avec tout cet aspect blizzard, cet aspect neige, cet aspect... ouais, tous ces aspects-là qui faisaient référence pour moi à une dépression. Il y a aussi, je pense, des questionnements autour du suicide qui sont évoqués par le personnage principal à certains moments avec les loups. Je pense que les loups sont cette espèce de voix de fond qui sont peut-être les petites voix qui vous attirent vers... bah voilà, je pense que ça a un rapport au suicide, en gros, c'est ça. Hein, voilà, donc bon, voilà. Et il y avait aussi pour moi une métaphore autour du deuil. Et je pense que les deux étaient très très liés. En gros, Yuri il perd sa petite amie et dans la foulée sa sœur est a priori condamnée. Donc on est sur un personnage qui ne va pas bien. Hein, je pense que vous pouvez l'imaginer, il ne va pas bien. Et il entend les loups, comme sa petite amie le faisait avant lui et avant qu'elle disparaisse. Et du coup, pour moi, ces loups qu'il entend, c'est un espèce d'appel vers la mort en fait. Et c'est-à-dire qu'à plusieurs moments, quand il va répondre un petit peu à cet appel, il va s'endormir, vous voyez. Et pour moi, il y a vraiment ce côté très métaphorique de la mort, du suicide, ou en tout cas, peut-être, si c'est pas du suicide, en tout cas, d'abandonner, quoi, de laisser tomber, d'abandonner et de se laisser mourir, quoi. Et pour moi, les loups, ça représente ça. Et en fait, du coup, il y a aussi une métaphore sur le deuil, puisque le deuil de sa petite amie, il ne l'a pas fait, concrètement. Et en fait, finalement, sa sœur, qui a cette maladie et qui a priori est condamnée, va être la voie vers le deuil et de sa sœur et de sa petite amie. Et je pense que la maladie de sa sœur aussi, c'est hyper métaphorique. Hein. Je veux dire, elle est en train de se transformer en glaçon petit à petit. Donc vous voyez, il y a ce côté maladie espèce de maladie dégénérative qui est physique, qui se voit, qui se perçoit, qui est rapide. Il y a toute cette quête un peu éperdue pour sauver cette sœur, à envisager toutes les possibilités inimaginables, et qui le font tenir et qui font qu'il résiste à l'appel du loup, aux appels des loups. Qui d'ailleurs, les loups sont... Enfin, la louve de Meute est la voix d'Assia. Donc je pense que c'est là où vous voyez ce que je veux dire en termes de métaphore. Bref, il y a vraiment une double métaphore sur le deuil et sur la dépression et sur les choix en fait qu'on peut faire quand ça va pas, etc. Enfin bref, moi je suis pas du tout psychiatre, je vais pas dire d'ânerie sur la dépression, donc je vais pas plus m'étendre, je vous laisserai si ça vous intéresse le lire et le découvrir et vous faire votre propre avis. Mais soit, en tout cas... Ce que j'ai trouvé très bien fait, au-delà de cette métaphore que j'ai trouvé extrêmement bien filée sur tout le roman, et tout correspond et tout est valable quand on met les événements par rapport sous cet angle d'analyse, tout tient. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui va être, comme toujours chez Aurélie Wellenstein, la glorification de la nature. La nature qui est vue comme quelque chose à la fois d'hostile, mais aussi comme quelque chose de purificateur, d'émancipateur, voilà, il y a ce double aspect toujours, et très souvent chez Aurélie Wellenstein, je pense de manière générale, qui était très chouette. Il y a ces deux adjuvants au personnage de Yuri qui donc va pas bien et parfois commence à suivre un petit peu le chant des loups, qui vont être un peu ses accroches dans la vie et dans le réel. Enfin bref, c'est quand même très bien fait, quoi. La métaphore, tout ce qui a rapport à la nature, c'est très bien fait. C'est juste que si on lit l'histoire que pour l'histoire, sans y voir la métaphore,
Bah là, du coup, c'est pas incroyable, en fait. Voilà. Donc bon, bref, je vais pas plus m'étendre. C'est une très bonne lecture si vraiment pour moi, on garde l'aspect métaphore tissé à l'histoire, c'est une très chouette lecture. Si on ne voit pas la métaphore, si on enlève l'aspect métaphorique à mon sens, bah c'est une histoire pas exceptionnelle. Sympa, mais pas exceptionnelle. Donc bref, voilà, c'est mon avis. J'ai vraiment cette double avis sur ce livre. Mais c'était quand même une très chouette lecture. J'ai quand même apprécié. Ça m'a intéressé. Et si ce n'est le passage un peu what the fuck à un moment donné. Enfin non, il y a 2-3 passages un peu what the fuck que j'ai pas tellement compris. Sinon, c'était très cohérent et ça se lit tout seul, quoi. C'est du Rudy Wallenstein. Bref, voilà, je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Pourquoi? Parce que je viens de tourner 3 vidéos et que là, en plus, je me fais mon petit point lecture dans la foulée, donc je n'ai plus de gorge, je vous le dis. Je pense que je vais attaquer un dernier livre aujourd'hui, mais je n'ai aucune idée de quel livre je vais attaquer. Je pense que je vais attaquer Akata Witch parce que Pénélope m'a dit que ça se lisait tout seul. Bref, j'ai perdu Akata Witch, mais je pense que je vais attaquer ça. Et je pense qu'ensuite, je me lirai bien totalement en dehors de mon défi pâle. Ça, donc c'est Fatima Wassak qui a écrit La puissance des mers. Et je pense que c'est tout à fait d'actualité avec ce qui s'est passé très récemment. Je pense que vous n'êtes pas sans le savoir. Et il me semble justement que j'ai vu passer ce livre sur ce sujet. Et je pense que c'est le très bon timing pour découvrir ça. Donc on en reparlera aussi très bientôt. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais je vais d'abord lire Akata Witch parce que j'aimerais bien clôturer mon défi. Combien de livres il me reste dans ma page? 62 je crois. Je pense pas que ça sera faisable. Hein. Si j'avais un tout petit truc à lire, un petit manga et tout, ça irait. Mais là... À mon avis, pour atteindre les 60, c'est mort. 61 peut-être. Bref, je vais maintenant vous laisser parce qu'il est plus que temps que je fasse autre chose que filmer. Ça doit faire 1h30 que je filme, je n'en peux plus. Donc on se dit à demain, je clôturerai demain du coup et je vous dirai où on en est par rapport à mon défi pâle et je vous dirai ce que j'ai lu et si j'ai lu et tout ça, tout ça. Donc je vous fais des bisous et on se dit à demain. Je vous ai pris il y a pas longtemps. Du coup, j'ai commencé la lecture d'Akata Witch. J'ai lu 80 pages. Ça va, à mon avis, se lire assez vite. Je pense que je peux le finir aujourd'hui. Après, est-ce que j'aurai le temps d'en entamer un autre, sachant que ce soir, je suis en lecture commune sur Capitale du Sud avec Pénélope, c'est pas dit. Bon, déjà, si je lis ça, ça sera bien. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on attaque très fort, on attaque avec déjà beaucoup de thématiques. De racisme, comment on appelle ça, de discrimination par rapport au fait que l'héroïne Sunny est albinos, de sexisme, d'harcèlement scolaire notamment, bref, on attaque avec énormément de thématiques. Voilà, on vous met le nez dedans. Après, c'est du jeunesse, donc c'est pas non plus hyper violent et tout, quoi. On n'est pas là-dedans du tout, mais ouais, c'est bon, bah c'est Neddy Okorafor, hein. Je savais que ça allait être... voilà, que ça allait être cool. Et il y a déjà des phrases un petit peu choc, un petit peu dures à lire, hein, très sincèrement. Enfin, ça me fait un peu mal au cœur. Je vais essayer de vous montrer ça, mais je vous tiens d'une main, donc c'est pas facile juste avec l'autre. C'est au début... Donc elle parle de son père et elle dit « Je ne pouvais pas lutter contre le fait que je n'étais pas le fils qu'il aurait voulu avoir, ni la jolie fille qu'il aurait pu éventuellement tolérer. » Voilà, on est sur ce genre-là. Mais bref, en tout cas, ça démarre très fort. Voilà, on découvre dès le début, et je ne vous spoil rien, que Sunny a des pouvoirs magiques, et ça va parler de magie très sûrement. Et voilà, donc je vais avancer ça, et je vous en reparlerai plus tard. Je suis désolée pour le cadrage totalement foireux, hein, bon, mais je le fais à une main. Je le fais à l'arrache juste pour vous donner des nouvelles. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce début. J'ai hâte de continuer, j'ai hâte de pouvoir avancer. Mais je sais déjà qu'il est 17h, bientôt 30, qu'après c'est le tunnel du soir et qu'après on va probablement lire avec Pénélope un certain temps parce qu'il faut qu'on avance. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le finir. Enfin, le temps de le finir, peut-être. Je finirai tard, mais je le finirai. Par contre, en attaquer un autre, c'est pas dit. Bref, on se reprend plus tard. On se retrouve, nous sommes samedi fin de journée, il est relativement tard. De toute façon, je viens pas pour vous parler plus que ça. Je vais clôturer, j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai plein de trucs à vous dire. Mais le vlog fait déjà trop. Hein, là, j'ai monté le début, c'est déjà trop long. Comme il faut que je vous parle de 2 livres, un que j'ai terminé, un que je suis en train de lire, qu'il faudrait que je vous montre ce que j'ai emprunté, ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu... Ça va prendre trop de temps. Donc je vous fais un gros teasing de lundi, enfin en tout cas de la prochaine vidéo, du prochain vlog, puisque je vais vous montrer tout ça, et que j'ai acheté des trucs, et que j'ai reçu des SP, et que bah voilà où on en est. Donc, moralité,
En tout cas, j'ai réussi mon défi puisque je suis bien arrivée à 60 livres. Ça n'a pas tenu longtemps, mais j'y suis arrivée. Donc je suis très contente, bien évidemment. J'ai décidé que mon objectif pour fin juillet serait beaucoup plus modeste et que si je descends à 55 livres, ça sera très bien dans la mesure où je suis déjà à l'heure actuelle à plus 6 livres. Voilà, donc si j'arrive à 55, ça sera très bien, en sachant que je pense que je vais clairement beaucoup moins lire en juillet de par les vacances, de par le fait de partir, etc. Donc si voilà, on va partir sur ça et ça ira, ça fera l'affaire, voilà. Donc, en tout cas, toujours est-il que je vais maintenant vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres, et puis si vous avez des recommandations, bien évidemment, comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de gros bisous, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.